Les forêts ont le même aspect pour tout le monde. Pendant la journée, elles sont lumineuses, calmes et familières. La nuit, elles changent. Elles deviennent plus profondes, plus silencieuses et, d'une certaine manière, plus attentives. Sur les cartes, ces lieux sont simplement indiqués. Les montagnes Wasito, la forêt nationale, les sentiers de randonnée. Des familles s'y promènent, des générations y chassent et des gens y passent là, la nuit, dans des tentes, rentrant généralement chez eux avec un souvenir supplémentaire. Mais parfois, quelqu'un ne revient pas et la forêt familière devient inconnue. Parfois, la disparition semble être un accident. Parfois, elle ressemble à une attaque par un prédateur. Et parfois, les traces semblent n'avoir aucun propriétaire. Les blessures défient en toute explication et les détails dont se souviennent les survivants, trop étranges pour figurer dans les manuels de biologie, restent inexpliqués. Des traces trop grandes pour tout animal connu. Des chiens de recherche qui refusent soudainement d'aller plus loin. Des personnes expérimentées qui connaissent ces forêts depuis des décennies disparaissent du jour au lendemain. Les rapports officiels utilisent des termes prudents. Prédateurs non identifiés, circonstances impossibles à reconstituer avec précision. Cause du décès impossible à déterminer clairement. Mais derrière ces termes officiels et austères se cache autre chose. Des détails récurrents, des traces inhabituelles, des blessures inexpliquées, des récits qui défient toute classification, trop similaires d'un cas à l'autre pour être une simple coïncidence. Aujourd'hui, vous allez entendre deux histoires inexplicables sur des disparitions mystérieuses dans les forêts de l'Arkansas. Le 17 octobre 1993, un couple marié de Little Rock, dans l'Arkansas, Mike Hansen, 34 ans, et sa femme Linda, 31 ans, partent pour une randonnée de 2 jours le long du sentier Ouachita. Ce sentier, long d'environ 359 km, traverse les montagnes Ouachita à la frontière entre l'Arkansas et l'Oklahoma, passant par des forêts denses de feuillus, des crêtes rocheuses et des zones offrant une vue panoramique sur les vallées environnantes. La section choisie par les Hansen se trouvait près de Rich Mountain, à une altitude d'environ 730 mètres, une zone très prisée pour les randonnées automnales lorsque le feuillage prend des teintes rouges vifs et dorées et que la température est agréable pour les longues randonnées. La mi-octobre dans les montagnes Ouachita offre généralement des conditions idéales pour la randonnée. Des températures diurnes avoisinant les 13 degrés, des nuits fraîches mais pas froides, une humidité modérée et des pluies peu fréquentes. Le temps était clair ce jour-là. Les prévisions météorologiques n'annonçaient aucun changement. Mike et Linda étaient déjà des randonneurs expérimentés. Ces dernières années, ils avaient effectué plusieurs randonnées de plusieurs jours sur différents itinéraires en Arkansas et dans les États voisins. Ils connaissaient les règles de sécurité de base en forêt, disposaient de l'équipement nécessaire et avaient l'habitude de suivre les protocoles. Avant de se lancer sur le sentier, ils se sont enregistrés au poste des gardes forestiers, comme l'exigent les règles. Ils ont laissé un plan détaillé. Partir du parking situé au début du sentier près de Rich Mountain, se diriger vers le nord le long de la crête, s'arrêter pour la nuit après environ 6 miles, puis continuer pendant 6 miles supplémentaires le lendemain, pour revenir à la voiture dans la soirée du 19 octobre. La longueur totale de l'itinéraire était d'environ 12 miles aller-retour. Il s'agissait d'un itinéraire modérément difficile, ne nécessitant aucune compétence technique, bien balisé et régulièrement patrouillé. Lorsque les Hansen ne sont pas revenus dans la soirée du 19 octobre, les gardes forestiers n'ont pas immédiatement donné l'alerte. Des retards d'une journée sont fréquents, en raison de la fatigue,
de l'envie de s'attarder dans un endroit pittoresque ou d'incidents mineurs tels que des ampoules. Cependant, à midi le 20 octobre, alors que la voiture du couple était toujours sur le parking et qu'aucune nouvelle n'avait été reçue de leur part, une opération de recherche et de sauvetage a été lancée. L'équipe de patrouille a rapidement localisé le campement des Hanson à environ 6 miles du départ du sentier. Tout était comme prévu. Ils s'étaient arrêtés là pour passer la première nuit. Le campement était installé dans une petite clairière, à quelques dizaines de mètres du sentier principal, à l'abri d'une dense forêt de chênes et de pins. La tente était prête, les cordes d'ancrage fixées, la fermeture éclair de l'entrée fermée. À l'intérieur se trouvaient des sacs de couchage, des effets personnels, des lampes de poche et une carte. Le matériel était soigneusement rangé, comme si les occupants allaient bientôt revenir après avoir fait une course. À côté de la tente, un sac de nourriture était suspendu à un arbre, à environ 3 mètres de hauteur. Une pratique courante pour protéger les provisions des ours et des ratons laveurs. Le sac était intact, la nourriture n'avait pas été touchée. Cela signifiait que les animaux n'avaient pas essayé d'atteindre les provisions, ce qui est typique lorsque le campement a été abandonné récemment et sans perturbation soudaine. Mais la paroi arrière de la tente présentait un spectacle inquiétant. Le tissu avait été déchiré de l'intérieur, avec de longues coupures formant plusieurs lignes parallèles d'environ 60 cm de long. La nature des déchirures indiquait qu'elles avaient été faites rapidement et avec force, comme si quelqu'un avait essayé de sortir de la tente dans la panique, sans prendre le temps d'ouvrir la fermeture éclair de l'entrée. Les débords des déchirures étaient irréguliers, avec quelques fils de tissu qui dépassaient, confirmant la direction du mouvement de l'intérieur vers l'extérieur. Des empreintes ont été trouvées sur le sol, autour du campement, ce qui a immédiatement attiré l'attention des enquêteurs. Les empreintes étaient grandes, mesurant environ 45 cm de long, soit plus de 38 cm, et dépassaient largement la taille des empreintes des plus grands prédateurs connus dans la région. Les empreintes ne correspondaient pas à celles d'un ours. Les orteils étaient plus allongés et les empreintes étaient plus étroites et plus longues. 5 griffes étaient donc clairement visibles sur chaque empreinte, et la distance entre elles indiquait une grande patte, mais la configuration générale rappelait davantage une patte de chien ou de loup, mais de taille gigantesque. Les ours noirs, vivant dans les montagnes Wasito, laissent des traces d'environ 18 à 23 cm de long et de large, avec des griffes courtes et une forme de patte caractéristique. Les empreintes trouvées ne correspondaient pas à cette description. Au début des années 1990, il ne restait presque plus de pumas dans la région, et leurs empreintes étaient rondes, sans griffes, d'environ 7 à 10 cm de diamètre. Les loups ont été exterminés en Arkansas au début du XXe siècle, et leurs empreintes, même celles des plus grands individus, ne dépassaient pas 12 cm de longueur. Las traces étaient réparties de manière inégale autour de la tente, plusieurs empreintes à l'entrée, plusieurs sur la paroi arrière où le tissu était déchiré, puis une ligne de traces s'éloignant du campement vers la forêt au nord. La profondeur des empreintes indiquait un poids très important pour l'animal, probablement entre 180 et 225 kg, voire plus. La distance entre les empreintes successives suggérait un déplacement à 4 pattes, mais parfois, les empreintes étaient disposées par paires, comme si l'animal se déplaçait sur ses pattes arrière. Il y avait quelques traces de bottes humaines à l'extérieur du camp. Quelques empreintes partaient de la tente dans différentes directions, puis disparaissaient sur un sol dur ou sous une couche de feuilles mortes. Une piste menait vers le chemin principal, une autre dans la direction opposée, plus profondément dans la forêt. Aucune des deux n'allait assez loin
pour donner une idée de l'itinéraire emprunté par les personnes. L'opération de recherche et de sauvetage a été élargie. Des chiens de recherche, des bénévoles et des gardes forestiers des régions voisines ont été mobilisés. Ils ont ratissé la forêt dans un rayon de plusieurs kilomètres autour du camp, vérifié les sentiers et fouillé les licaries des ruisseaux, les ravins et les zones de sous-bois denses. Des hélicoptères ont été utilisés pour la surveillance aérienne, mais la canopée dense des montagnes Ouachito rendait difficile toute observation depuis les airs. 16 jours après sa disparition, le 2 novembre 1993, Linda Hanson a été retrouvée vivante. Elle a été aperçue par un chauffeur de camion qui circulait sur une route forestière à environ 30 km du camp. Linda marchait au bord de la route, pieds nus, les vêtements déchirés et sales, les cheveux emmêlés, le visage couvert d'égratignures et de saleté. Elle pouvait à peine se tenir debout. Sa jambe gauche était clairement cassée. Elle marchait avec difficulté, traînant le pied. Le chauffeur s'est arrêté, l'a enveloppée dans une couverture et l'a immédiatement emmenée à l'hôpital le plus proche. Un examen médical a révélé une malnutrition et une déshydratation sévère. Linda avait perdu environ 7 kilos. Sa peau était sèche, ses lèvres étaient gercées et elle présentait des signes de famine prolongée. Sa jambe gauche était cassée au niveau du tibia et la fracture n'avait pas été réduite, ce qui indiquait qu'elle avait marché sur une jambe cassée pendant plusieurs jours. De multiples égratignures profondes, 4 lignes parallèles, espacées de 12 à 15 cm, traversaient de son dos en diagonale. Les griffures sont profondes, atteignant la couche sous-cutanée, et leurs bords irréguliers suggéraient des griffes de taille considérable. L'examinateur a noté que la forme et l'espacement des blessures ne correspondaient à aucun animal domestique ou machine connue, mais indiquaient une grande créature non identifiée. Lorsque l'état de Linda s'est stabilisé, les enquêteurs ont essayé de comprendre ce qui s'était passé. Linda était en état de choc et avait du mal à parler, mais elle a progressivement commencé à raconter sa version des faits. Selon elle, le soir du 17 octobre, Mike et elle avaient dîné, suspendu leur nourriture dans un arbre et s'étaient couchés vers 21 h. La nuit était calme et la température agréable. Vers minuit, ils se sont réveillés en entendant un bruit à l'extérieur de la tente. Linda l'a décrit comme un grognement grave et profond qu'elle pouvait physiquement sentir dans sa poitrine. Le bruit était proche, peut-être à quelques mètres de la tente. Mike a attrapé sa lampe torche et a rampé à l'extérieur par la fermeture éclair de la tente pour faire face à la source du bruit. À l'intérieur, Linda s'est figée, le cœur battant à tout rompre, serrant sa lampe torche de ses mains tremblantes. Puis Mike a crié, un cri rauque et déchirant, si empreint de terreur qu'il a déchiré la nuit. Linda s'est précipitée vers la paroi arrière de la tente, déchirant le tissu, car quelque chose appuyait contre l'entrée, lui bloquant le passage. Une fois dehors, elle aperçut une silhouette à la lumière de la lampe torche de Mike, allongée sur le sol et toujours en feu. Linda décrivit la créature comme étant énorme, mesurant 2 mètres ou 2,50 m, debout sur ses pattes arrière. Elle tenait Mike par les épaules et le soulevait du sol. La tête de la créature, dit-elle, ressemblait à celle d'un loup, mais le museau était plus court et plus massif. Ses yeux reflétaient la lumière de la lanterne, brillant d'une lueur jaune. Linda courut dans la direction opposée, dans l'obscurité de la forêt. Elle entendit les cris de Mike derrière elle, qui continuèrent pendant quelques secondes, puis s'arrêtèrent. Après cela, il y eut le silence. Linda a continué à courir sans se retourner jusqu'à ce qu'elle trébuche et tombe, se cassant la jambe sur les rochers. Elle a ensuite décrit ses journées d'errance dans la forêt. Elle se déplaçait principalement la nuit, se cachant pendant la journée dans les sous-bois épais,
ou sous des arbres tombés, craignant que la créature ne la recherche. Elle buvait l'eau des ruisseaux et ne mangeait presque rien, à part quelques bols lectugbe. Le 4e ou 5e jour, elle a senti que quelque chose la suivait. Elle entendait des pas et des branches cassées, mais n'a jamais vu son poursuivant. Les griffures sur son dos sont apparues, une nuit, alors qu'elle se cachait sous les racines d'un arbre tombé, et qu'elle a ressenti une douleur aiguë, comme si quelque chose avait passé ses griffes sur son dos. Elle a crié, s'est enfuie de sa cachette et a continué à avancer sans s'arrêter jusqu'à l'aube. Lorsqu'elle a atteint la route le 2 novembre, Linda était au bord de l'épuisement total. Elle ne se souvenait pas depuis combien de jours elle marchait. Elle avait perdu la notion du temps et ne pouvait s'orienter qu'en fonction du changement entre le jour et la nuit. L'histoire de Linda a suscité des réactions mitigées. Les enquêteurs et le personnel médical n'avaient aucun doute sur le fait qu'elle avait vécu un traumatisme. Ses blessures physiques, son état de choc et sa conviction sincère de la véracité de ses propos étaient évidents. Une évaluation psychiatrique a été réalisée. Le psychiatre n'a trouvé aucun signe de tromperie délibérée, de simulation ou de troubles délirants. Linda présentait des symptômes de syndrome de stress post-traumatique aigu, mais son récit est resté cohérent au cours des entretiens répétés, ce qui est inhabituel pour des histoires inventées. Les griffures sur son dos ont été analysées par des experts médico-légaux. Les blessures correspondaient à l'exposition à de grandes griffes acérées. La distance entre les lignes parallèles, 12 à 15 cm, indiquait une patte de taille considérable, dépassant les dimensions de tous les prédateurs connus dans la région. Les biologistes consultés n'ont pas pu déterminer avec certitude quel animal aurait pu laisser de telles blessures. Les ours laissent comme des blessures plus larges et plus profondes, avec une distance moindre entre leurs griffes. Les pumas utilisent leurs griffes pour attraper, mais leurs pattes sont plus petites et la distance entre leurs griffes dépasse rarement 7,5 cm. La recherche du corps de Mike Hansen s'est poursuivie et intensifiée après le retour de Linda. La zone du campement a été fouillée de manière encore plus approfondie, le périmètre de recherche a été élargi et la direction indiquée par Linda comme étant son itinéraire de fuite a été vérifiée. Le corps n'a pas été retrouvé. Ni les vêtements ni l'équipement de Mike n'ont été retrouvés et il n'y avait aucun indice sur ce qui lui était arrivé après cette nuit-là. Des grandes empreintes de pattes menant du campement à la forêt ont disparu après quelques centaines de mètres sur un sol dur et rocheux. L'enquête officielle s'est heurtée à un problème de classification de l'affaire. Formellement, il s'agissait d'une attaque par un prédateur inconnu qui avait entraîné la mort d'une personne et blessé une autre. Cependant, la description de la créature faite par Linda ne correspondait à aucune espèce connue de la faune de l'Arkansas, mesurant entre 2 mètres et 2,50 m, se déplaçant sur ses pattes arrière, capable de soulever un homme adulte, avec une tête de loup sur un corps vertical. Rien de tout cela ne correspondait à la biologie des ours, qui peuvent se tenir sur leurs pattes arrière, mais rarement tenir cette position longtemps, et qui ont une forme de tête différente. Dans le folklore régional de l'Arkansas et des États voisins, il existe des légendes sur une créature appelée Fook Monster ou Boggy Creek Monster, une grande créature velue à 2 pattes que l'on aperçoit parfois dans les forêts de marécageuses du sud de l'État. Les descriptions varient, mais mentionnent souvent une grande taille, un déplacement bipède et un comportement agressif. Cependant, il n'existe aucune preuve scientifique de l'existence de telles créatures, et la plupart des rapports sont classés comme des erreurs d'identification, d'ours, des canulars ou des cas d'hystérie collective. L'affaire Hanson a été classée avec la mention
attaque par un prédateur non identifié, entraînant la mort de Michael Hanson et des blessures à Linda Hanson. Le corps de Mike a été déclaré disparu. Linda a suivi une longue rééducation psychologique, mais n'a jamais repris la randonnée. Elle a quitté l'Arkansas peu après son rétablissement et a évité les interviews et les discussions publiques sur l'incident. Le 6 novembre 1988, Daryl Sims, un chasseur de 52 ans, est parti seul chasser au nord du lac Ouachita, en Arkansas. Le lac Ouachita, le plus grand lac artificiel de l'État, est entouré par la forêt nationale de Ouachita, une vaste zone de collines densément boisées avec de nombreux ruisseaux, ravins et zones sauvages peu fréquentées. La zone choisie par Daryl se trouvait à une altitude d'environ 550 mètres, dans une forêt mixte de chênes, de pins et de carriers, typique de la fin de l'automne, lorsque la plupart des feuilles sont tombées, laissant les arbres nus et améliorant la visibilité pour les chasseurs. Début novembre est le pic de la saison de chasse aux cerfs à queue, blanche en Arkansas. La température oscillait autour de 4 degrés A et le temps était sec et clair, créant des conditions idéales pour le pistage. Daryl était un chasseur expérimenté avec 30 ans d'expérience. Il avait commencé à chasser à l'adolescence avec son père et, au fil des décennies, il avait maîtrisé toutes les subtilités du pistage, du tir et de l'orientation dans les forêts de Ouachita. Il préférait chasser seul, estimant qu'avoir un partenaire créait un bruit inutile et réduisait ses chances de succès. Sa famille connaissait son habitude de s'enfoncer dans les bois pendant plusieurs jours, d'installer un campement temporaire et de revenir avec ou sans proie, mais toujours dans les délais prévus. Avant de partir, Daryl a dit à son fils qu'il prévoyait de revenir dans 3 jours, c'est-à-dire dans la soirée du 9 novembre. Il a indiqué la zone de chasse approximative, une partie de la forêt à quelques kilomètres au nord du lac, où, d'après ses observations des années précédentes, passaient dans les routes migratoires des cerfs. Daryl avait emporté son équipement habituel, un fusil de calibre .30-06, des munitions, un couteau, un sac de couchage, une petite tente, des provisions pour plusieurs jours, de l'eau, un GPS, une carte de la région et un téléphone portable, même si la communication était peu fiable au cœur de la forêt. Lorsque Daryl n'était toujours pas rentré, ni donné de nouvelles le soir du 9 novembre, son fils a essayé de l'appeler à plusieurs reprises. Le téléphone était injoignable, ce qui pouvait signifier soit que la batterie était déchargée, soit qu'il n'y avait pas de réseau. Le matin du 10 novembre, comme il n'avait toujours pas donné de nouvelles, son fils a contacté les gardes forestiers de la forêt nationale de Ouachita. L'équipe de patrouille s'est rendue dans la zone que Daryl avait indiquée comme étant son lieu de chasse. Son camion a été retrouvé sur l'une des routes forestières, garé sur le côté, là où commençait un sentier de randonnée au cœur de la forêt. Les portières du véhicule étaient verrouillées et les vitres fermées. Le fusil était posé sur la banquette arrière, ce qui a immédiatement soulevé des questions. Un chasseur qui part plusieurs jours dans les bois ne laisse pas son arme principale dans la voiture. Daryl emportait toujours son fusil avec lui, même s'il ne prévoyait pas de tirer à un moment donné, afin de se protéger d'une éventuelle rencontre avec un ours ou de signaler son besoin d'aide si nécessaire. Un GPS a également été trouvé dans la voiture, posé sur le tableau de bord, ainsi qu'un téléphone portable dans la boîte à gants, qui était déchargé. Des provisions et une partie de son équipement se trouvaient dans le coffre. Il semblait que Daryl avait quitté la voiture avec un minimum d'affaires et n'avait pas prévu d'aller loin ni de partir longtemps, ce qui contredisait son projet déclaré de partir pour 3 jours de chasse. 3 chiens de recherche, chacun accompagné d'un maître chien expérimenté, ont été amenés sur place.
Les chiens ont été mis en présence des vêtements de Daryl provenant de son domicile afin de les renifler, et ils ont rapidement détecté son odeur dans le camion. La piste menait le long d'un sentier s'enfonçant profondément dans la forêt, puis s'en éloignait et traversait un fourré de broussailles en direction d'un petit ruisseau situé à environ 800 mètres de la route. Les chiens se déplaçaient de manière synchronisée, sans hésitation, suivant clairement une odeur fraîche et distincte. Au ruisseau, sur une parcelle de terre humide au bord de l'eau, les 3 chiens se sont arrêtés en même temps. Ils ont commencé à gémir, montrant des signes d'anxiété, puis se sont couchés sur le sol et ont refusé de continuer. Les maîtres chiens ont essayé de les encourager à poursuivre les recherches, mais les chiens n'ont pas réagi. Ils sont restés couchés, certains tremblants et émettant de petits gémissements d'inconfort. Ce comportement était identique à celui observé 5 ans plus tôt sur le sentier Ouachita et lors d'autres incidents dans la région. Sur le sol humide près du ruisseau, les enquêteurs ont trouvé un étrange motif d'empreinte. Les empreintes des bottes de Daryl étaient clairement visibles dans la terre meuble. Un motif de semelle de bottes de chasse standard, dont la taille correspondait à celle de ses chaussures. Mais autour des empreintes humaines se trouvaient de grandes traces d'un type complètement différent. Ces traces mesuraient entre 43 et 46 cm de long et ressemblaient à des pattes de chien ou de loup, mais leur taille ne correspondait à aucune espèce connue. 5 orteils avec de longues griffes étaient clairement imprimés dans le sol. La profondeur des empreintes indiquait un poids de plus de 180 kg. Les empreintes formaient un cercle presque parfait autour des empreintes humaines, comme si un grand animal avait encerclé Daryl, peut-être pour l'évaluer. Puis les 2 types d'empreintes, humaines et animales, menaient du ruisseau vers le haut de la pente, en direction des parties les plus élevées de la forêt. Les empreintes humaines semblaient normales en termes de foulée et de profondeur, sans aucun signe de course ou de trébuchement. Les empreintes animales étaient milites et proches, croisant parfois les empreintes humaines. Après environ 100 mètres d'ascension, les 2 types d'empreintes ont disparu sur une section rocheuse, où la surface dure empêchait les empreintes de rester. Il n'y avait plus d'empreintes. L'équipe de recherche a continué dans la même direction, fouillant la forêt plus haut sur la pente, mais sans repère précis. Il s'agissait désormais de passer au peigne fin une vaste zone. 3 jours plus tard, le 9 novembre 1988, le corps de Daryl Sims a été retrouvé à 6 miles du ruisseau, à une altitude d'environ 2600 pieds. Le site était une crevasse entre 2 grandes formations rocheuses, un espace étroit d'environ 3 pieds d'eau de large et 5 pieds d'eau de profondeur, partiellement caché par des broussailles et des branches de tombées. Le corps gisait au fond de la crevasse dans une position presque horizontale, face vers le haut. Tous les vêtements de Daryl avaient été retirés et éparpillés dans un rayon d'environ 6 mètres autour de la crevasse. Sa veste était suspendue à une branche d'arbre, sa chemise gisait sur les rochers, et son pantalon et ses bottes étaient éparpillés. Les vêtements étaient partiellement déchirés, mais pas gravement endommagés. Il semblait que Daryl s'était déshabillé lui-même, ou avait été déshabillé alors que sa coordination était déjà altérée. De multiples blessures profondes ont été constatées sur sa poitrine, ses bras et ses épaules. Les blessures étaient datées de longues déchirures irrégulières dans les tissus, disposées en 3 ou 4 lignes parallèles, caractéristiques des griffes d'un grand prédateur. Les blessures atteignaient la couche musculaire et certaines avaient endommagé les côtes. La distance entre les griffures parallèles était d'environ 5 à 6 pouces, ce qui correspondait à la patte d'un très grand animal. Le pathologiste qui a pratiqué l'autopsie a déterminé que la cause du décès était une perte de sang massive résultant de multiples lacérations. La mort est probablement survenue quelques heures après que les blessures
Ejeing été infligé, compte tenu de la quantité de sang perdu et de l'absence de signes de premier secours. L'heure du décès a été estimée entre le 7 et le 8 novembre, ce qui signifie que Daryl a passé environ une journée dans les bois après sa disparition avant de mourir. Cependant, le pathologiste a eu des difficultés à identifier l'animal qui avait infligé les blessures. La nature des blessures ne correspondait pas à celle des prédateurs connus dans la région. Les ours noirs, qui vivent dans les forêts de Washita, sont capables d'infliger des blessures graves avec leurs griffes, mais celles-ci sont plus courtes et plus rapprochées. De plus, les ours frappent généralement de haut en bas, créant des entailles verticales, alors que les blessures sur le corps de Daryl étaient d'un diagonale, comme si elles avaient été causées par un coup ou une prise latérale. Les cougars, ou lions des montagnes, sont théoriquement présents en Arkansas, bien qu'ils soient officiellement considérés comme presque éteints. Cependant, les cougars utilisent principalement leurs griffes pour attraper leurs proies et les tuer en les mordant au cou ou à l'arrière de la tête. Les multiples blessures profondes sur la poitrine et les bras ne sont pas caractéristiques d'une attaque de cougar. De plus, la taille des empreintes près du ruisseau, 43 à 46 cm, était nettement supérieure à celle des pattes d'un cougar qui atteignent rarement 13 cm de long. Le rapport du pathologiste comprenait la phrase suivante. Les blessures correspondent aux effets des griffes d'un grand prédateur d'une espèce non identifiée. La taille et la profondeur des blessures dépassent celles typiques des espèces connues dans la région. Il s'agissait d'une déclaration rare, reconnaissant en fait que la médecine ne pouvait pas établir de lien définitif entre les blessures et un animal spécifique. La question de savoir comment Daryl s'était retrouvé à 6 miles du ruisseau et à 800 pieds là plus haut est restée sans réponse. Le chemin entre le ruisseau et la crevasse traversait un terrain difficile, des pentes raides, des sous-bois denses et des sections rocheuses. Pour une personne en conditions normales, cela aurait nécessité plusieurs heures d'efforts intenses. Pour une personne gravement blessée, une telle distance aurait été extrêmement difficile à parcourir. De plus, l'absence de sang sur le chemin entre le ruisseau et la crevasse indiquait que les blessures avaient été infligées sur place et non pendant le déplacement. La théorie selon laquelle Daryl avait été attaqué près du ruisseau, puis s'était enfui ou avait été transporté jusqu'à la crevasse où il avait reçu des blessures mortelles, semblait la plus plausible, mais les détails ne concordèrent pas. S'il s'était enfui, pourquoi ces traces ne montraient-elles aucun signe de course? S'il avait été transporté par un animal, où étaient les traces de cet animal après la section rocheuse? S'il avait été blessé près du ruisseau, comment avait-il pu marcher 6 miles jusqu'au ravin? L'enquête officielle a classé l'affaire comme « mort causée par un prédateur non identifié ». La famille de Daryl a reçu son corps pour l'enterrer. La zone autour du lac Washita et les forêts environnantes n'étaient pas fermées à la chasse ou au tourisme. Les gardes forestiers ont noté que les rencontres avec des prédateurs dangereux étaient extrêmement rares et que les précautions élémentaires minimisaient le risque. Cependant, parmi les chasseurs locaux, le cas de Daryl Sims est rapidement devenu le sujet de discussions prudentes. Beaucoup le connaissaient comme l'un des chasseurs les plus expérimentés de la région, un homme qui avait passé des milliers d'heures dans ces bois sans rencontrer le moindre problème. Le fait qu'il ait laissé son fusil dans la voiture semblait étrange, mais pouvait s'expliquer par son intention d'aller rapidement vérifier quelque chose près de la route. Le fait qu'il ait été attaqué par quelque chose qui a laissé des empreintes de près de 45 cm de long était alarmant. Les 6 traces de près du ruisseau, qui formaient un cercle autour d'empreintes humaines, ont fait l'objet d'une attention particulière. Ce comportement,
qui consiste à encercler la proie, est caractéristique de certains prédateurs qui évaluent là la menace avant d'attaquer. Les loups et les chiens sauvages peuvent adopter des tactiques similaires, mais la taille des traces excluait les espèces connues de canidés. Les ours n'encerclent pas leur proie, ils préfèrent une attaque directe ou une feinte pour l'effrayer. Dans le contexte plus large des rencontres anormales dans les forêts de l'Arkansas, le cas de Daryl Sims s'ajoute à une liste croissante d'incidents où des personnes expérimentées sont mortes ou ont disparu dans des circonstances indiquant la présence d'un grand prédateur inconnu. Des éléments similaires se sont répétés, de grandes empreintes ayant la forme caractéristique d'une patte de chien, mais de taille gigantesque, le refus synchrone des chiens de recherche de poursuivre leur travail, des blessures profondes causées par des griffes qui ne correspondent à aucune espèce connue. Le déshabillage des victimes avant leur mort peut être lié à l'hypothermie ou à la désorientation, des distances et des hauteurs qui ne pouvaient de s'expliquer par l'état de la victime. Daryl Sims est devenu l'une de ces personnes dont la mort est officiellement restée dans la catégorie « attaque d'animaux sauvages », mais qui, officieusement, a continué à faire l'objet de discussions comme un cas qui défiait toute explication simple. Son fusil, laissé dans la voiture, est devenu un symbole montrant que même les personnes les plus expérimentées et les plus prudentes peuvent rencontrer dans la nature quelque chose auquel il est impossible de se préparer. C'est tout, mes amis. Pensez-vous que cela soit vraiment lié au mysticisme ou ont-ils été attaqués par une simple bête? Écrivez votre opinion dans les commentaires ci-dessous et n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner à la chaîne si vous l'avez trouvée intéressante.